Merci d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre avec des livres autour d'un thème qui va nous emmener loin. Singularité au pluriel. Singularité, on pourrait dire particularité, on pourrait dire aspérité. Mais tout cela évoque les personnages qui sont évoqués au travers des quatre romans qui nous occupent. Alors, notre ami François-Henri a été un peu coquin, mais c'est normal. La jeunesse, c'est l'art de renverser les règles. Ce n'est pas Antoine Mouton qui est là-bas, mais bien François-Henri des Érables, vous l'avez reconnu. J'ai l'impression d'être dans une émission de variété, là, avec Évariste, qui s'attache justement à suivre le parcours de ce mathématicien, Évariste Galois, à le suivre d'ailleurs sous tout ce qu'il peut avoir de déstabilisant, pas seulement pour ce qu'il a découvert en mathématiques, mais pour ses engagements, pour son amour de la République, son amour des femmes, et puis sa volonté d'être fidèle à lui-même, quitte d'ailleurs à s'attirer des ennemis et puis à refuser certains honneurs faciles. Il y a avec nous Marion Guillot, qui, elle, nous parlera d'en changer d'air, d'un autre destin, celui d'un prof. Tout commence bien, mais un événement va surgir dans sa vie, un événement qui pourrait paraître anodin. On laisse le lecteur le découvrir. Bon, si vous voulez, vous en parlerez. Et cet événement va bouleverser sa vie, et là aussi, on va découvrir les aspérités, les chemins de traverse qu'il va emprunter. Benjamin Egel est avec nous pour ce titre de livre qu'il faut faire attention en prononçant, Trygve Cottar, merci, aux éditions du Chemin de Fer. Là, on est dans un autre registre, un autre décor, une forêt. Il y a ce personnage, il veut vivre oisif, mais là aussi, ce n'est pas un événement, c'est un autre être vivant en quelque sorte, qui va bouleverser sa vie et qui va aussi lui faire prendre conscience de ses limites et de ses faiblesses. Et enfin, Antoine Mouton, le metteur en scène polonais, tout est dit dans le titre, merci, qui nous plonge dans le monde du théâtre, réussite d'un metteur en scène polonais qui arrive à réaliser son rêve, à adapter une pièce de théâtre. Il est déjà connu d'ailleurs, hein, le metteur en scène polonais, quand démarre votre livre. Il arrive à réaliser ses rêves. Et puis, là aussi, il va découvrir ses failles, sa fragilité. Pourtant, au départ, tout s'annonçait bien, puisqu'en plus, il a beaucoup de budget pour monter cette pièce de théâtre dans un grand théâtre parisien. Pour commencer, justement, François-Henri, puisque vous avez commencé à lire le livre d'Antoine Mouton. Ah oui, mais on est informé. Et que vous avez commencé à faire connaissance avec ce metteur en scène polonais, en tant que lecteur. Comment vous le rencontrez, ce personnage? Si on vous dit singularité, qu'est-ce qui vous attire en lui en tant que lecteur? C'est sa folie? C'est peut-être le style, la façon de le raconter? Écoutez, je suis un peu embêté de parler du roman d'Antoine Mouton, car je l'ai vraiment détesté. Oui, mais vous jouez bien la comédie. Ouais, hein. Non, mais mais si on met de côté votre détestation, en admettant que vous l'ayez aimé, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? En fait, j'avais lu un article d'Éric Chevillard dans Le Monde des Livres, et Éric Chevillard est un critique littéraire que j'estime beaucoup. Et j'avais donc acheté le livre d'Antoine Mouton, mais que je n'avais pas encore lu. Et j'ai rencontré Antoine avant-hier. À la faveur du festival. À la faveur du festival, nous avons eu une longue conversation sur la littérature, et j'ai trouvé ce jeune homme absolument brillant. Et donc je suis allé racheter son livre, que j'ai commencé à lire hier soir, et je trouve ça absolument fabuleux. Vraiment, c'est pour moi un très grand livre. Et c'est pour ça que j'ai interverti nos noms, car j'aimerais bien être Antoine Mouton. Oui, tout aujourd'hui. s'explique. C'est beau, ça peut s'applaudir, cette leçon d'humilité. Non, mais vraiment, alors c'est pas par flagornerie, je dis pas du bien des écrivains que je n'aime pas. C'est vraiment, c'est un livre, magnifiquement écrit. Mais justement, qu'est-ce qui vous attire dans ce personnage du metteur en scène polonais? Non, mais alors, je m'en fous un peu du metteur en scène polonais, en fin de compte. Flaubert disait, je rêve d'écrire un livre qui tiendrait par la seule force interne de son style. Et le livre d'Antoine Mouton tient par la force de son style. En fait, l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire. Si, il aime. Non, mais c'est ce metteur en scène polonais qui veut adapter non pas une pièce de théâtre, mais un roman. Un roman, oui. D'un écrivain dont on devine qu'il s'agit de Thomas Bernhard. Et puis, ce roman, il ne l'a pas lu. En tout cas, il en a lu 10, peut-être 20 pages, mais pas 30. Et il va rencontrer d'énormes difficultés d'adaptation. Alors, j'ai pas encore terminé le roman, je me tarde
J'ai vraiment envie que cette rencontre se termine pour pouvoir aller continuer le livre d'Antoine Mouton, dont il parlera peut-être bien mieux que moi. Non, je suis très heureux d'être là, mais en tout cas, c'est vraiment lisez ce livre qui est vraiment... Mais c'est bien aussi d'entendre des compliments par auteur interposé. En tout cas, là, vous nous parlez d'une singularité, celle du style, de la musique de votre livre, Antoine. Vous, quand vous... j'allais dire traquer, mais quand vous racontez Évariste Galois, évidemment, on n'est pas dans une biographie avec des dates, etc. C'est une biographie romancée, selon cette jolie formule. Est-ce que ce sont en tout cas les failles de ce personnage dont il faut préciser qu'en fait, de Évariste Galois, on a très peu d'images. On a même des images dont on ne sait pas si c'est vraiment lui. Il suffit d'aller sur la fameuse feuille Wikipédia sur le net. Mais qu'est-ce qui vous a attiré? C'est pas les mathématiques en soi, même si vous... Voilà, c'est un des éléments du récit, c'est les failles du personnage, et son aspect étonnant, surprenant. Alors c'est vrai qu'on a très peu d'images d'Évariste Galois. Il a vécu à une époque où Nicéphore Niepce n'était pas encore passé, donc on n'a pas de photographie. Il est mort en 1832 et il n'existe qu'un seul portrait d'Évariste Galois qui a été réalisé après sa mort, une quinzaine d'années après sa mort, par son frère, donc de mémoire. Ce qui m'a attiré chez lui, c'est sa vie éminemment romanesque. Il a fait quand même énormément de choses dans le peu de temps qui lui a été imparti sur cette terre. Il est né en 1811 à Bourg-la-Reine et il est mort en 1832 à l'âge de 20 ans. Et en l'espace de 20 ans, il a réussi à révolutionner les mathématiques, à faire de la prison. Il a fêté son 20e anniversaire en prison, a rencontré des gens comme Alexandre Dumas lors d'un banquet où il a porté un toast à la mort du roi, ou Gérard de Nerval avec qui il a passé une nuit en prison, à tomber amoureux et à se battre en duel pour une jeune fille. Et la nuit précédant le duel, alors qu'il aurait pu la passer à pleurer, à s'apitoyer sur son sort ou à s'entraîner au tir, il a préféré la consacrer à corriger son mémoire et à écrire son testament mathématique dans une sorte d'extase quasi mystique, de frénésie. Et ces travaux ont en quelque sorte révolutionné l'algèbre, ont ouvert un détroit qui a fait découvrir un nouveau continent de l'algèbre. Et un nouveau continent, même une ascension de la montagne, puisque vous prenez cette image, cette montagne des mathématiques, mais puisque tout était déjà posé, du moins de ce qu'on pouvait savoir de la vie d'Évariste, c'était posé avant que vous n'entrepreniez l'écriture de ce roman. Qu'est-ce qui a fait que vous, passionné de hockey par ailleurs, oui, non, mais on resitue le contexte, vous vous sentiez attiré par Évariste, puisque c'est pas l'amour des équations qui vous porte dans le lien principal avec Évariste. Non, moi c'est ce génie. Je n'entends vraiment rien en mathématiques et ce livre sur un mathématicien ne parle pas de mathématiques. Ce qui m'a fasciné chez Évariste, outre sa vie très romanesque, comme je le disais, c'est aussi que sa biographie est pleine de trous et il m'importait de pouvoir essayer de combler ces trous, de pallier les lacunes de l'histoire d'Évariste et d'essayer en quelque sorte de fantasmer sa vie là où je pouvais la fantasmer, de la fictionnaliser. Oui, formuler des hypothèses que je m'amuse aussi à déconstruire parce que je n'étais pas avec lui et vous savez, je me méfie beaucoup des romans historiques, par exemple, dans lesquels l'auteur parle de Napoléon après Waterloo et dit et ce soir-là, il rêva de Joséphine. Et chaque fois que j'ai envie de dire, mais écoutez, vous n'étiez pas dans le lit avec Napoléon. Oui, il remonta à sa couverture et il rêva de Joséphine. Donc moi, je formule des hypothèses et après je dis, mais après tout, nous n'y étions pas, nous ne savons pas comment cela s'est passé. Cela étant, pour ce que l'on sait de la vie d'Évariste, j'ai essayé de le restituer aussi fidèlement que possible. Aussi, j'ai essayé de rendre ça un peu plausible. Donc Évariste, vous l'avez rencontré au départ par des livres d'histoire et puis vous en avez fait votre histoire. Vous, Marion Guillot, on est dans la fiction, mais justement dans la construction de ce personnage où au départ les règles du jeu sont posées, tout a l'air normal. Oui. Il habite Lorient, c'est un prof. Pas tout à fait Lorient, en tout cas, il est à Lorient au moment du début du livre. Voilà, il prend son café, ça va être la rentrée des classes. Bon, il n'est pas forcément heureux de reprendre le travail, mais bon, pour tout, ça arrive à tout le monde. Il va basculer. Ce personnage-là, vous nous le présentez tout à fait normalement au départ. Hein. Qu'est-ce qui vous a attiré dans sa construction? Vous avez croisé quelqu'un qui lui ressemblait en vrai
qui avait une vie tout à fait normale et vous vous êtes dit, ah, si lui, il déviait du chemin, il pourrait donner le personnage que j'ai inventé. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a fait la rencontre entre vous et ce personnage? Alors, je ne vais pas vous révéler des secrets. Si, allez-y. Non. Déjà, c'est apparu comme une évidence que pour moi, ce serait un homme. J'avais envie de rencontrer un personnage masculin et un homme très ordinaire. Déjà parce que, bêtement, je ne me sens pas d'écrire sur autre chose. J'avais envie d'essayer de construire à partir d'une situation très banale, une situation de rentrée des classes, une situation de reprise d'un rythme qui est assez particulier quand même. Il n'est pas prof par hasard. Il vient de passer 2 mois à se grâler au soleil, enfin c'est à peu près ça, à prendre des photos de la mer. Et oui, j'avais envie de partir. Enfin moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est le commun. Et donc à la fois, il m'est très étranger, et en même temps, je l'ai découvert comme quelqu'un à qui on pourrait tous ressembler. Mais enfin, ceux qui pourraient lui ressembler, vous les avez côtoyés, des gens qui pourraient lui ressembler? Parce qu'à un moment, vous parlez de votre personnage, avant donc qu'il ne soit muté, comme on a compris, les profs, ils changent de lieu de travail. Oui. Avant qu'il ne soit muté dans la région de Lorient, il travaille, il prend le RER à Paris, donc notamment le RER B. Vous nous décrivez des scènes assez précises où il donne le goûter à ses enfants, mais tout en étant dans les transports en commun. Oui. Et on se dit que bon, c'est monsieur et madame tout le monde, mais c'est ce côté ordinaire qu'on retrouve là et qui ne laisse pas présager de tout ce qui peut se passer, qui vous attire en fait. Oui, j'ai été... Il y a des écrivains qui ont dit, dans le livre de Marion Guillot, il ne se passe rien. Il y a des écrivains qui ont dit ça, pas ici. Jean Echenoz a dit ça. Ah oui, bon. J'aime beaucoup, par ailleurs. Il n'est pas là peut-être. Mais non, il va venir. ouais. Moi, je trouve qu'il se passe plein de choses. Si je peux défendre mon bout de gras une seconde, il se passe plein de choses dans ce livre. Mais effectivement, des micro-décisions, des micro-événements, des questions d'aménagement de l'espace. J'ai essayé de triturer ce genre de champ, des objets. Alors, pas forcément, parce que j'y pensais pas du tout à ce moment-là, pour que n'importe quel lecteur puisse s'y reconnaître, mais parce que je trouve que c'est à la fois quelqu'un, effectivement, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il s'appelle Paul. Le choix du prénom aussi s'est fait un peu... je suis désolé, c'est un prénom que j'adore, par ailleurs, mais selon une forme de banalité, parce que c'est quelqu'un aussi qui va se laisser étouffé par les objets. Finalement, c'est sans doute pas lui qui va prendre le plus de place dans le livre. C'est tout ce qui l'entoure. Je pense que c'est tout ce qui l'entoure. Enfin, j'ai essayé de travailler comme ça, en tout cas. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est surprenant. Cette remarque peut surprendre parce que quand on rentre dans le livre, en fait, ce qu'il peut y avoir d'effrayant dans le livre, c'est que c'est Monsieur Tout-le-Monde qui bascule vers quelque chose d'incompréhensible. Donc, ça veut dire que ce basculement est à la portée de tous, et c'est ce qui le rend plus effrayant. C'est quand c'est une grande rockstar ou un grand personnage, on se dit ça peut pas m'arriver, je suis pas un grand chanteur, je suis pas un grand cinéaste, mais Monsieur Tout-le-Monde, je peux l'être, donc je peux basculer. Oui, c'est un basculement. Alors, c'est un basculement qu'on devine quand même assez vite provisoire. C'est pour ça que le titre n'est pas le titre de départ. Mais Changer d'air, c'était pas le titre. C'était pas le titre de départ, non. C'était quoi le titre de départ? départ? Non, je n'avouerai jamais le titre de départ. Il était donc il y a beaucoup de secrets cet après-midi. Mais donc c'est Irène Lindon on a travaillé ensemble sur le titre, et puis c'est ça qui est sorti. Et au début, je trouvais que ça faisait très psycho-magazine comme titre. Ça m'emballait pas. Mais ça peut faire rubrique de magazine. Ça même. faisait très rubrique. J'ai des copains qui m'ont dit j'achèterai pas le livre s'il s'appelle comme ça. Enfin, c'est pas possible. Ils sont pas sympas. Hein. Et en fait, c'est ça, c'est changer d'air, c'est changer de milieu. C'est pas. Alors, vous parlez de basculement. Oui, il y a quelque chose à la suite de la scène inaugurale qui fait que le personnage bascule. Mais en même temps, j'essaie aussi de travailler sur l'absence de catégorisation d'une certaine façon. De jugement. Il est pas dépressif, par exemple. Il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas dans une situation de rupture amoureuse franche. C'est plutôt un. Enfin, moi, je l'ai conçu comme plutôt une espèce de clean amen, quoi, quelque chose qui, dans la trajectoire, soudainement, va dévier un tout petit peu. Et en ce sens, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent tous, ou qu'on peut ressentir. Et ça ne veut pas dire tout foutre en l'air en même temps. Moi, je suis naïf parce que je croyais que le basculement allait être définitif. Comme quoi, le lecteur peut parfois être pris au piège. Justement, en fait, dès le départ, je ne savais pas du tout où ça allait me mener.
je sentais, cela dit, que j'avais pas envie que ça soit définitif. J'avais envie de le laisser sur la corde raide, un petit peu, de pas trop en dire non plus, ni sur les raisons de son départ, ni sur le basculement. Enfin, j'ai essayé de travailler là juste le moment où ça pivote, quoi. Là, il y a des moments pivots finalement dans la vie des personnages. Vous, Benjamin Hegel, dans Trygve Cottard, le personnage a déjà basculé puisqu'il est dans une forêt, il vit solitaire. Dès les premières pages de cette nouvelle, il revendique le fait d'être oisif, de ne rien faire, que d'être là, posé dans la forêt. Comment il vient à vous? Vous avez été dans la forêt en Scandinavie, vous avez croisé des Trygve Cottard. Je ne sais pas, dans vos voyages, vous avez croisé des Trygve Cottard en devenir. Comment s'est fait la rencontre avec le personnage? Parce que c'est ça qu'il y a aussi dans la singularité des personnages que chacun d'entre vous nous racontait. Ouais, elle s'est fait petit à petit en fait, parce qu'il s'est pas construit en un seul jour le personnage, quoi. Donc petit à petit, il habitait pas forcément dans la forêt au début, je le découvrais et puis là, il y avait une relation. Il m'a fait marrer beaucoup et puis une relation un peu intime qui se fait avec le personnage, je crois. Et comment on choisit de l'appeler Trygve Cottard? Bah, Trygve, c'est un vieux prénom norvégien qui pourrait dire Armand, quelque chose comme ça. Et Cottard, ça veut dire pomme de pin en norvégien. Donc c'est Armand Pomme de Pin, oui. Ouais, c'est peut-être moins vendeur, je sais pas. Peut-être. Mais vous dites finalement, voilà, vous aviez envie de le côtoyer, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'événement du réel qui vous aurait fait aller vers ce personnage C'est quelque chose qui est... C'est toujours la question. Parce qu'en plus, c'était vraiment un mélange. Je pense qu'il y avait un peu de moi, il y a un peu de gens aussi que j'ai côtoyés. Ouais, il est né d'un mélange de plusieurs choses, de plusieurs. Et puis il se construisait aussi avec le récit, avec fur et à mesure. avec l'histoire, avec. Parce que le personnage de Marion se réfugie dans un appartement à Nantes. Et votre personnage se réfugie dans une forêt. Vous avez eu la tentation du refuge à un moment, de vivre comme ça en ermite oisif? Oui et non. En tout cas, je me suis vraiment posé la question. Ce personnage, le point de départ, c'était donc quelqu'un qui vit dans une forêt et son but, c'était de ne rien faire le plus possible et d'en profiter. Et ouais, cette question-là de comment, qu'est-ce qu'il fait quand il ne fait rien, ça pose des questions forcément, quoi, sur soi, sur. Et sur le fait qu'on ne peut pas maîtriser ce qui nous entoure, de toute façon, surtout dans une forêt, avec des bêtes, tout ça. Oui, en plus, les choses lui échappent. Je crois que, ouais. Antoine Mouton, vous nous plongez, vous, dans l'univers du metteur en scène polonais. On l'a compris grâce à très belle introduction de François Henry. Et alors, on peut se dire que, puisqu'on va révéler un secret enfin, Marion, aujourd'hui, c'est que vous êtes libraire dans un théâtre. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait d'autres tables rondes. Donc, on se dit finalement, quand vous imaginez ce metteur en scène polonais, vous l'avez dû le rencontrer. Oui. Enfin, par personnage interposé dans ce théâtre pour lequel vous travaillez ou dans ce milieu théâtral. Non, je l'ai rencontré et en fait c'est parti de quelque chose. Le fait que j'écrive la première phrase du livre qui était cette pièce Le Rendez-vous, un metteur en scène polonais qui était dans le théâtre où je travaillais, dont je ne savais rien, dont j'avais vu absolument aucun spectacle, a prononcé une phrase. Et cette phrase, je m'en souviens plus. Mais je sais que c'est cette phrase-là qui a amené la mienne. Mais quand vous voyez ce metteur en scène polonais, vous savez presque instantanément qu'il va être le support d'un livre. Je sais que je l'aime. Je sais que je vais avoir beaucoup de boulot comme libraire parce que je perçois immédiatement sa folie. Mais vraiment, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre quasiment de la possession. Je sais qu'il est possédé. Je le sais. À un endroit, peu importe. La question, je n'allais pas appeler l'asile. Enfin, c'est pas ça. Mais je sais qu'il est possédé. Et je sais que je veux l'accompagner comme personnage, uniquement par l'imagination, pas par les connaissances ou les informations que j'aurais pu glaner ensuite, au bout de sa folie.
en fait, quand vous dites je savais que j'allais avoir du boulot en tant que libraire, c'est parce Oui. que les gens vont acheter votre livre, mais je savais que je vais avoir du boulot en tant qu'écrivain, c'est ce que vous vouliez dire. Non, comme libraire aussi, parce que je savais que ça allait très mal se passer dans le théâtre, que ça allait susciter quelque chose de fou. Vraiment. Qu'il allait créer autour la de folie lui. allait contaminer. Oui, j'ai vu des gens pleurer de colère. C'est-à-dire être en colère et pleurer de colère en sortant du spectacle, qui durait 5 heures, qui avait 2 entr'actes. Et je réussissais ma mission, la mission que je m'étais fixée, était les gens qui sortaient, qui ne voulaient pas rentrer voir la deuxième partie du spectacle. J'avais 1h15 pour petit à petit les convaincre d'aller voir la troisième partie, bien qu'ils n'aient pas vu la deuxième. Vous faisiez de la médiation en Je faisais de direct. la médiation, oui. C'était un endroit particulier. Et après, à la sortie de la troisième partie, là, ceux qui étaient restés, c'était l'hystérie absolue. C'était d'une grande beauté. Enfin, Mais il vous a dit merci, le vrai metteur en scène Non, polonais. Je ne lui ai pas du tout parlé. Mais alors ça veut dire que comme cette thématique de la singularité des personnages, d'une certaine manière, il vous aurait facilité le travail. Vous n'aviez pas besoin de rajouter des singularités parce que tout était déjà à l'état brut. Oui, sauf que j'en voyais rien. Moi, je me suis efforcé de ne pas voir la pièce aussi. Sauf à la toute fin, une fois que le livre était écrit. Et il le sait, le metteur en scène polonais, que vous lui avez rendu cet hommage Mais détourné. je lui ai donné le livre parce qu'il est venu faire une rencontre récemment à la librairie où je travaille. Et, bon, mais apparemment, c'était une soirée un peu particulière où il a fait... C'est-à-dire qu'il parle très très bien français. Bon, ça, c'est vraiment le truc. Comme votre personnage. Mais ce soir-là, il comprenait rien. Parce que dans votre livre, Antoine, le metteur en scène polonais, imaginé, mais pas tellement finalement, refuse un moment de parler français. Oui. Il fait appel à un interprète qui n'est pas compréhensible C'est pas bon. et qui n'a qu'un seul dieu. Cet interprète, c'est l'alcool, sous toutes C'est ses ça. formes. Oui. C'est-à-dire que sur la question de la singularité, par exemple, là, le metteur en scène polonais, c'est une singularité déniée. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut être défini sous le nom de metteur en scène polonais et être singulier? C'est-à-dire que dans le de le metteur en scène polonais, C'est se pas cache un metteur l'un en d'eux, scène. quoi. Oui. Enfin, l'un des. Donc c'est déjà foutu. Et comme c'est à peu près les deux questions qui sont posées à tout le monde aujourd'hui, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fous, la singularité, elle est morte. Mais elle se place ailleurs. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez presque eu un coup de foudre littéraire grâce à lui. Oui, Ouais, oui, je l'ai vraiment aimé. C'est-à-dire, j'ai adoré l'accompagner comme personnage. Et vous aussi, alors François-Henri, vous adorez lire le metteur en scène, vous adorez raconter Évariste, mais là, dans le cas de ce que nous dit Antoine, il y a eu une sorte de relation réelle, de fait, avec ce metteur en scène polonais qui débarque dans le théâtre, vous observez les conséquences de sa présence, etc. etc. Vous, Évariste, est-ce que vous lui avez parlé ? Et vous le faites revivre parce que vous titillez le lecteur en disant j'ai imaginé là. Vous parlez beaucoup du vieux, mais le vieux c'est le patron, c'est Dieu. Donc est-ce que vous lui avez parlé ? Vous avez inauguré une relation pour l'accompagner dans cette épopée mathématique ? Si vraiment je parlais à Évariste, je pourrais prétendre être un futur personnage d'un des romans d'Antoine Mouton. Ça veut dire qu'il y aurait un Ça petit arrive problème. parfois qu'on parle à ces personnages. Mais non, c'est quelqu'un que j'ai découvert assez jeune, à une époque où pourtant je lisais assez peu, et j'ai lu son nom pour la première fois dans un ouvrage qui racontait l'épopée, celle de la résolution du dernier théorème de Fermat. Je devais avoir 14 ans, et vous savez, Pierre de Fermat, c'était un diplomate français qui avait pour habitude d'annoter dans les marges d'ouvrages mathématiques. Il pratiquait les mathématiques, mais en amateur, on l'appelait le prince des amateurs. Et dans un ouvrage de Diophante, sous un problème, il note « J'ai la solution à ce problème, mais je n'ai pas assez de place pour la développer ici ». Et pendant 3 siècles et demi, tous les plus grands esprits mathématiques du monde se sont penchés sur le dernier théorème de Fermat. Et tous s'y sont cassés les dents. Et en 1995, Andrew Wiles, un Britannique, après une dizaine d'années de recherche dans le plus grand secret, dans la plus grande solitude, est enfin parvenu à résoudre le dernier théorème de Fermat. Et pour le résoudre, il a utilisé en partie les travaux d'Évariste Galois. Et donc l'auteur, dans ce livre sur le dernier théorème de Fermat, brossait en quelques pages le portrait d'Évariste. Et moi, ça m'avait fasciné, à 14 ans, de découvrir l'existence de ce jeune homme qui avait découvert les mathématiques au même âge à l'âge que j'avais à l'époque, qui très vite avait tout compris, les avait révolutionnés, et qui était mort en duel pour une fille.
pour une jeune fille. Et c'est quelqu'un, j'ai pas eu de frère, mais c'était une sorte de grand frère rêvé que j'aurais aimé avoir. Et puis les années passant, petit à petit, il est devenu le petit frère que je n'ai pas eu. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai, oui, beaucoup d'admiration, d'empathie. Et il est très connu de la communauté scientifique, de la communauté mathématique, mais très peu du grand public. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avez entendu parler d'Évariste Galois. Et pourtant, c'est bel et bien un génie. C'est le Rimbaud des mathématiques, comme le rappelle le Bordeaux Les journalistes du livre. aiment bien. Ouais. Et donc, il m'a importé en quelque sorte de pouvoir le sortir de la fosse commune dans laquelle on a placé son corps en 1832, son corps qu'on n'a pas retrouvé. Et je pense que il n'y a pas un rôle de l'écrivain, il n'y a pas une fonction de la littérature, mais un des rôles de l'écrivain, une des fonctions de la littérature, ça peut être aussi d'exhumer un peu de l'oubli, de remettre quelques noms sur des lèvres, en fait, quelques noms oubliés sur nos lèvres. Si je demandais si vous avez établi une sorte de relation de discussion avec ce frère présumé, enfin ce frère d'inspiration, c'est parce que dans le livre, quand on ne lit pas les argumentaires et qu'on plonge directement dans le livre sans a priori, on peut être surpris au départ de voir qu'en fait, vous n'hésitez pas, vous, à intervenir. En tout cas, pour nous lecteurs, le jeu est là. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est un autre jeu, mais juste un exemple. Vous dites par exemple, je ne jouerai pas ces cymbales, je vous parlerai d'Évariste tel qu'il fut et non tel qu'on le fit, mais je vous ennuie. Je vois bien que je vous ennuie autant qu'il pouvait s'ennuyer, lui, Évariste, à Bourg-Égalité, qui bientôt devint un nouveau Bourg-la-Reine, comme si d'un trait de plume, on avait voulu biffer la Révolution. Pendant cette enfance que j'imagine insouciante et studieuse, jalonnée par les batailles de l'Empire déclinant. Pourquoi le jeu, il arrive? C'est parce que... Pourquoi vous avez ressenti le besoin? Non, mais je tenais absolument à ce que ce soit un narrateur contemporain qui raconte l'histoire d'Évariste Galois, parce que je voulais pouvoir m'amuser un peu avec le langage, et puis insérer quelques anachronismes, et puis aussi un vocabulaire parfois très, très moderne. Mais ce narrateur n'est pas moi. La seule chose que je partage avec lui, c'est non pas ma détestation, mais mon désamour des mathématiques. Moi, j'aimais les mathématiques, mais les mathématiques, elles, hélas, ne m'aimaient pas. Et je voulais absolument aussi qu'il raconte cette histoire d'Évariste Galois à une demoiselle. Et cette demoiselle, c'est le lecteur. Et elle a deux fonctions. La première fonction, c'est d'alpaguer le lecteur, de l'amener sur les lieux où a vécu Évariste, de l'amener à Louis le Grand lorsqu'il découvre les mathématiques, de l'amener au banquet, aux vendanges de Bourgogne, lors duquel il porte un toast à la mort du roi, de l'amener dans sa chambre lors de la dernière nuit, ou sur le pré, lorsqu'il se retrouve à 30 pas de son adversaire et qu'il prend une balle dans le ventre et qu'il est laissé pour mort, et de l'amener dans la petite chambre de l'hôpital Cochin, où il meurt 24 heures plus tard dans les bras de son frère après avoir prononcé cette phrase que moi je trouve absolument magnifique. Il lui dit ne pleure pas, j'ai besoin de tout mon courage pour mourir à 20 ans. Donc la première fonction, c'était d'alpaguer le lecteur, et la deuxième fonction, et je crois que les trois écrivains qui sont ici ne vont pas me désavouer, ce qui fait un écrivain, avant tout, c'est son style, c'est sa langue, et c'est le rythme de sa phrase. Et simplement, cette mademoiselle, elle me permettait de rajouter 4 pieds à ma phrase mademoiselle lorsque j'avais besoin de la relancer. Donc c'était en quelque sorte une facilité, une petite béquille dont je me servais lorsque ma phrase était claudicante. Le jeu n'était pas vous, en fait. Non, le jeu n'est pas moi. Non, parce que le narrateur utilise un ton peut-être un peu condescendant, un peu paternaliste à l'égard de cette demoiselle, et en tout cas, moi, c'est pas ce que je fais. Enfin, pas avec les demoiselles. Pas toujours. Marion, sur les fonctions, bon alors, notre ami François Henry n'a pas voulu d'établir de relation de trop grande proximité avec Évariste, au risque de devenir non pas le metteur en scène polonais, mais l'écrivain français. Hein, c'est peut-être un futur roman, Antoine. Mais vous, est-ce que vous avez établi, à partir du moment où votre personnage naît, il y a une relation qui se noue? Vous le voyez vivre, où c'est... vous l'interrogez, bien sûr c'est toujours votre imaginaire qui parle à votre imaginaire, mais est-ce qu'il y a une relation qui se construit, vous lui rajoutez des épreuves, comment il naît à vous? Je pense qu'il faut qu'il y ait une relation qui se construise. Alors, ça me rappelle une remarque qu'un libraire m'a faite en me disant ton personnage, parfois, on a l'impression que tu t'en sers comme un pantin et que tu le balades, en fait, que tu l'emmènes un peu où tu veux.
Moi, j'ai eu l'impression inverse en travaillant. C'est lui qui vous... Ah, c'est lui qui me balade complètement. J'avais aucune idée. Alors, j'avais pas de plan. J'avais besoin de la scène inaugurale et puis après, ça s'est un peu déroulé de soi. C'est lui qui me balade. Pour le coup, les autres personnages qui se sont greffés, dont tous n'étaient pas prévus au départ d'ailleurs, ont, eux, je pense, un rôle un peu plus fonctionnel, peut-être un peu plus fixe. Mais alors sur Paul, effectivement, j'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est le fait qui m'a assez vite Possédé. J'aime pas trop ce mot-là, mais déjà qu'on s'entendait bien. C'est un type à qui je me suis attaché. Dépasser, c'est pas non plus un mot que j'aime beaucoup, mais c'est un peu de cet ordre-là. Mais, C'est lui qui a fait le boulot, en fait. c'est lui qui a fait le travail. Alors vous, c'est vous qui lui avez... Pourquoi vous avez pensé à Lorient puis Nantes après, comme étape de son... Vous voulez vraiment tout savoir. Hein. Ben, Alors, sur les lieux, bah, c'est pareil, ça. Dans l'idéal, j'aimerais bien écrire quelque chose où il n'y a rien de ma vie, de moi. Je crois que c'est un peu un idéal que je me fixe. Là-dedans, il y a plein de choses de moi. Alors, j'habitais pas à Lorient quand je l'ai écrit. En tout cas, pas toujours. Le lieu d'où il part n'est pas mentionné dans le roman. Donc, effectivement, les deux villes qui apparaissent, c'est Lorient et Nantes. Alors que je connais toutes deux. Nantes, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'y ai passé 15 ans. Quand j'ai travaillé sur Nantes, du coup, j'ai eu besoin d'être très clinique, très objective, de décrire des choses. Alors, s'il y a des Nantais qui me lisent, ils reconnaissent effectivement. Est-ce que vous décrivez, par exemple, la vue de l'appartement où votre personnage habite? C'est un appartement très c'est inspiré d'un appartement que j'ai habité. Pas en tout point, mais la salle de bain avec le Velux qui donne sur la cathédrale. C'était un studio il y avait 18 mètres carrés. Il y avait une baignoire, ce qui est déjà très rare dans un studio. On vivait à 2 et parfois 4 là-dedans, donc fallait beaucoup s'aimer pour vivre dans ce studio. Et en même temps, il y avait cette baignoire que je trouvais fascinante dans un espace aussi petit, et ce Velux qui faisait qu'effectivement, tous les matins, vous preniez votre douche en voyant au loin la cathédrale de Nantes. Et c'est un endroit, oui, qui m'a beaucoup marqué, qui a réapparu là-dedans. Sans que vous en soyez maîtresse de cette réapparition, ça s'est imposé. Non, c'est venu en plus beaucoup plus tard. Et j'ai repensé effectivement à cet appartement. Alors, par contre, sur Lorient, je travaillais de façon un peu différente. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Pour le coup, les rares noms de rues qui sont cités n'existent pas, je crois, de fait à Lorient. Et ce qui se passe à Lorient est beaucoup plus fictif déjà. Et j'ai pas souhaité autant de précision. Il fallait un point de départ. Et ce fut Lorient. En tout cas, un point de départ. Et ce fut même à côté de Lorient, il y a des gens qui connaissent même le bistrot où ça commence. Il fallait un port, en fait, au départ. Et la rade de Lorient, c'est un endroit qui me parle beaucoup. Alors, bon, après tout, j'aurais pu aller, je sais pas, faire des recherches à Saint-Nazaire, mais je me suis dit, c'est Lorient. Là aussi, c'était évident. Il y a des évidences qu'on ne maîtrise pas toujours quand on écrit un livre, mais peut-être aussi pour avoir une idée de la musique de vos romans respectifs. François Henry n'est pas tellement favorable au fait de lire son texte, qu'il assume totalement, mais je dis ça parce que chacun d'entre vous a les lire. Alors peut-être qu'on peut commencer avec Benjamin, puis après, pour saisir finalement ce climat, il y a un passage que vous avez choisi de nous lire. Et c'est là que vous dites non. Moi, je lis le début, moi. Bah oui. Donc le début est intéressant puisqu'il fixe le personnage, Voilà. cette soif d'oisiveté, et on pourrait penser, comme dirait un certain Jean, que rien ne se passe, mais c'est bien le contraire qui va se passer. C'était au temps où je me la coulais, douce et tranquille. Je flânais dans les sous-bois, je respirais l'air frais. Mes journées merveilleuses s'enchaînaient, et lorsqu'une se terminait, une autre lui succédait, plus ou moins semblable. J'étais constant, linéaire, et souvent je pensais m'achever ainsi. Et pourquoi aurais-je pensé autrement ? Bien sûr, ce n'était pas très ambitieux, ni même intense. Il n'était pas question d'émotions fortes ou de grands frissons. Je ne jouais pas une grande musique. Je laissais le courant me porter sans trop exiger de la vie.
J'avais trouvé un procédé, un équilibre acceptable. J'égrenais mes jours comme un lac endormi, accroché au bout d'un ruisseau sans importance. Une eau paisible et stagnante qu'une délicate risée troublait de temps à autre. Voilà, on est déjà plongé dans l'univers que vous décrivez. Marion nous disait que pour à côté de Lorient et pour Nantes, c'est des endroits dans lesquels elle a pu vivre. Vous, comment vous avez reconstitué ce décor, qui d'ailleurs à un moment devient, que vous décrivez très bien, mais qui est impalpable, parce que personne n'habite, enfin ne passe sa nuit dans les forêts. On imagine Anton, c'est ça, le boulanger qui est le seul interlocuteur humain de votre héros. Mais comment vous avez brodé ce décor de nature, et même l'arrivée de l'élan, l'animal, dont on ne dit pas plus, mais qui va être quand même un gros modificateur de vie pour votre personnage. Comment vous avez décrit ces singularités de la nature qui entourent et qui étouffent parfois votre personnage? Mais dans ma tête, je crois. Enfin, réellement, j'ai pas. Alors, j'ai fait un coup de Google Maps quand même pour vérifier. Pour trouver un nom de village où ça se passait, quoi. Et ouais, non, dans ma tête. Mais c'est vrai, les gens me demandent souvent, bon, t'as vécu là-bas? J'y suis allé une fois en Suède, mais c'était la Suède, le sud. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de... Et ouais, dans ma tête, je sais plus qui, il y a un écrivain qui disait, il avait fait un livre sur je ne sais quel pays, il a dit non, j'y suis jamais allé, mais si je peux y faire aller les lecteurs, c'est déjà ça. Vous, c'était un voyage par procuration presque. Ouais, Je dis ça parce que c'est votre premier roman. Quand vous l'écrivez, vous ne savez pas s'il va être édité, puisque vous Non. allez après l'envoyer aux éditions du Chemin de Fer. Ouais. Donc on se dit, bah, vous tentez pour le tout, si j'ose dire. Et dans ce cas-là, vous vous fixez aucune limite. Vous n'êtes pas en train de vous dire, bon, comment je vais la faire, cette forêt, puisqu'encore une fois, vous ne savez pas si le livre sera édité. Donc le thème est particulier, on est dans un moment de vie, ça n'a pas été un frein, vous avez laissé parler l'imagination. Est-ce que vous imaginez être la forêt? Ouais, il n'y avait pas besoin d'ancrage réel dans cette histoire, j'ai l'impression, parce elle se passait, on ne sait même pas, est-ce qu'elle se passe sur Terre? Enfin, par contre, le personnage, lui, il est humain. Ça m'a plus intéressé, je crois. Quelle humanité, quelle excessivité dans ce personnage. Qu'est-ce qui fait ses contradictions, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est humain? C'est plus ça qui, après le décor... En dépit du fait qu'il soit seul et qu'il aspire à ne pas être humain dans le fait de bouger, puisqu'il ne veut rien faire. Et pourtant, il garde cette part d'humanité. Ouais. Très bien, on est d'accord. À propos d'humain, on va aller maintenant, parce qu'on voyage beaucoup, hein, c'est un tour d'horizon de l'histoire et de la géographie. On repart dans le théâtre. Et je pense que, même, je ne sais pas à quel niveau de lecture vous êtes arrivé dans le livre d'Antoine François-Henri, mais il n'y a pas que le metteur en scène polonais qui est... Parce qu'on pourrait dire, bon, bah, vous décrivez une galerie de personnages tout à fait normaux, arrive le metteur en scène et hop, il déstabilise tout est déstabilisé, un point c'est tout. Les autres personnages... On ne sait pas s'ils le portent d'ailleurs à l'état naturel, mais ils sont soit contaminés, soit ils viennent avec leurs particularités. Vous voulez dire un mot, François-Henri? Oui, alors ils viennent avec la particularité. En particulier, le metteur en scène polonais se balade toujours avec des œufs durs dans les poches de son manteau et il en propose à un peu tout le monde. Et là, il a une réflexion qui est assez drôle. Les poules ont d'autres vies, ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas naître poule, vivre poule, mourir poule, puis renaître poule à l'infini, taper du bec à l'infini contre des morceaux de pain rassis, taper du bec à longueur de vie contre le sol quand il n'y a plus de pain, comme si le pain rassis pouvait sourdre du sol, comme si la terre recélait des sources de pain rassis ou d'antiques boulangeries ensevelies, et que taper du bec était l'équivalent gallinacéen du bâton de sourcier. Voilà, je trouve que c'est un extrait qui donne... Bravo. Oui, c'est un extrait qui... Enfin, moi, voilà, Vous avez écrit un très beau livre, François-Henri. C'est pas ça, mais je suis capable d'échanger la moitié de la rentrée littéraire contre un passage comme ça, quoi. Vous avez bien fait d'inviter François-Henri. Mais cela dit, ce que vous soulevez, François-Henri, est intéressant. Non pas seulement le mystère des poules, mais le fait que tous les personnages qui gravitent autour du metteur en scène, parce qu'on reprend, on a tous bien compris, vous croisez ce metteur en scène en vrai, vous comprenez que ça va pas trop bien, mais tous les autres après, pourquoi tous vos héros, tous vos personnages après, ont aussi quand même leur petit vélo dans la tête?
parce qu'il y a une contamination qui est claire, c'est-à-dire que la folie du metteur en scène polonais ne lui appartient pas. Ça n'est pas une folie qui lui est propre, c'est une folie qui est en train de gagner, peu à peu, tout le monde. Mais c'est le principe, et c'est la beauté d'une mise en scène, enfin d'une mise en scène au théâtre. C'est-à-dire que c'est quand même une chose folle de se dire que moi, je suis metteur en scène, j'ai un désir, je veux monter ce spectacle, et je vais devoir faire participer des gens à ce désir. Enfin, bon, il y a déjà une contamination, une première contamination qui est ahurissante. Comment est-ce que ça se fait que autant de gens acceptent de participer au désir de quelqu'un? C'est très très étrange quand même. Il se laisse manipuler, ou en tout cas, c'est la soif de gloire? Non, c'est pas. Non. C'est vraiment parce que ce désir, ils le reconnaissent comme beau et comme puissant, et on entre dans ce faisceau, et par la multiplicité des personnes, ce désir grandit, s'intensifie, disons. Et voilà. Mais dans votre livre, il y a une actrice connue Oui. qui participe à ce désir. Alors, elle a peut-être envie de s'acheter l'étoffe d'une grande actrice qui finalement n'a pas un grand rôle. Enfin, elle a un grand rôle dans votre livre, mais elle n'a pas un grand rôle sur la scène. Elle est plutôt condamnée à rester couchée Sous une peau de bête. Oui. Sous une peau de bête. Oui. Vous l'avez rencontrée aussi, cette actrice? Non, mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un après qui avait lu le livre, qui est une comédienne, qui m'a écrit, écrit, puis je l'ai vu, et puis elle m'a raconté, elle m'a dit, voilà, j'ai travaillé avec un metteur en scène roumain. Bon. On est toujours dans le voyage. Pendant les 60 jours de répétition, je suis resté caché derrière un palmier en fond de scène. Et le soir de la première, le metteur en scène m'a laissé sortir. Et j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement j'étais heureuse de pouvoir sortir de derrière ce palmier où je pensais que j'allais finir. Ad vitam Oui. aeternam. Mais alors, ça veut dire que l'attachement au désir, qui est donc porté en premier lieu par le metteur en scène, est tellement fort qu'il peut irradier même les gens qu'on pourrait dire un peu chevronnés. On peut dire, cette actrice, on en a vu d'autres, elle ne va pas se laisser avoir. Il y a un moment, on s'auto-déstabilise face à une telle irradiation. On participe, oui, on participe à tout. On participe aux catastrophes, on participe à tout ce qui peut très mal se passer, comme à tout ce qui peut très bien se passer. Enfin, il y a ce sentiment comme ça de participer en permanence. Enfin, je veux dire, moi, j'en suis aussi. Hein, je participe à tout un tas de choses ridicules. Ou Pas aujourd'hui. Non. C'est pas ça. Non, mais oui, il y a quand même cette chose-là de très étonnante, quoi, de comment est-ce qu'on fait groupe, et qui dans le théâtre est très exacerbée parce que c'est sur des périodes assez courtes. C'est sur des périodes assez courtes et avec des projets, disons, où les affects sont très forts, quoi. Et les égos aussi, donc. Oui, aussi. Enfin partout. Hein. Oui, partout. Là, on est avec le metteur en scène polonais. À la librairie aussi. Hein, oui. Entre écrivains, même s'ils ne sont pas là. Voilà, on est aussi ici, là comme au théâtre, puisque au théâtre, durant le spectacle, on passe son temps à changer de décor, et nous aussi, en fait. Hein, on change de décor, même s'il y a une communauté de vie entre vos livres. Donc, on peut partir avec Paul, qui n'est pas metteur en scène, mais qui est ce monsieur qu'on va trouver à quel moment? C'est à la page 67, c'est ça? La fameuse page 67 que vous allez nous lire? Non, vous n'avez pas encore choisi l'extrait? Si, 67. Ouais. Je suis désolé pour les gens que j'ai vus hier, c'est le même. Mais vous pouvez... Vous pouvez y aller. Ouais. J'ai pas envie de vous lire le début parce que... parce que ça en dit presque trop, en fait. Ouais. La page 67, c'est... Enfin, 67-68, si vous permettez. On vous permet. Je vais avoir du mal à couper. C'est la première rencontre avec Henri, donc le poisson rouge, qui va prendre beaucoup de place dans le roman. Et donc ça se passe à Nantes. C'est un passage que je choisis souvent parce que il montre à la fois, je pense, certaines ambiguïtés du personnage, certaines de ses contradictions, son insignifiance, et puis en même temps le souci qu'il a du détail, notamment ici dans l'animalerie. Je dormais mal la nuit. Dans la journée, entre l'heure du café et celle de l'apéritif, j'avais quelques rituels, je m'y accrochais. Il m'arrivait de faire la sieste. J'avais pris l'habitude de regarder sur mon ordinateur 1 ou 2 documentaires sur l'architecture commandés par Internet, format de 26 minutes présentant aux novices la structure, les enjeux, les maquettes de bâtiments incontournables à l'échelle mondiale.
choisis et ordonnés selon des axes, un contexte géographique ou social, sur lesquels j'évitais autant que possible de m'interroger. Attaché de ne pas trop m'interroger, je finissais par m'assoupir. Mais la nuit, je dormais mal. J'avais peur qu'Henri comme Bergson ou Matisse, j'hésite encore et je déteste les deux, pour des raisons évidemment différentes, le poisson rouge que je venais d'acheter ne se jette par-dessus son bocal que j'avais placé dès le départ dans ma chambre sur le bureau. Carassius auratus ou poisson rouge, je ne suis pas spécialiste. J'ai seulement lu un livre pour me renseigner un peu. Avec l'âge, je développe une méfiance de plus en plus prononcée à l'égard de l'imprécision. Pendant quelques jours, j'étais allé plusieurs fois dans la boutique, le vendeur m'avait repéré, sa bienveillance me laissait vagabonder entre les espèces de toutes sortes, vertébrés à peau non cornée, reptiles, pleurodires le plus souvent, mammifères végétariens, omnivores, canidés. Les chiots s'agglutinaient contre les parois vitrées de leur cage, sous l'œil attendri de visiteurs. J'accordais une attention particulière aux poissons. Le silence mobile de leurs nageoires dans l'immense aquarium m'apaisait. Parmi tous les cyprinidés, j'avais jeté assez vite mon dévolu sur Henri, sur l'oranger de ses écailles, cet éclat particulier qui le distinguait de ses compagnons de capture, plus terne, plus lent et plus grégaire aussi. Henri nageait souvent seul, semblait rétif à l'idée de se mettre en banc, choisissait toujours dans l'aquarium la partie la plus dépeuplée de la paroi. Ça avait fait comme un vide quand le vendeur l'avait cueilli à l'épuisette. Glissé dans un sac transparent rempli d'une eau tiède qui ne contrastait pas trop avec son milieu d'origine. Un grand vide. L'aquarium m'avait paru soudain gigantesque, une vraie mer en pleine ville, une rupture dans la configuration d'ensemble. Allez-y doucement en rentrant, les changer de place déstabilise les poissons, m'avait dit le vendeur. Question de lumière, d'orientation dans la pièce, que sais-je, je n'avais pas demandé trop de précision. J'avais vu ça dans un film, des poissons suicidaires. J'avais même failli écrire un article sur la dépression des vertébrés aquatiques à branchies. Je dormais mal depuis. La vérité est que je me foutais complètement qu'Henri saute par-dessus son bocal. L'idée d'avoir à le ramasser, en revanche, sur une pelle ou dans un sac, certainement pas à main nue, et de l'achever de sa belle mort dans les toilettes ou le local à poubelle de l'immeuble, me dégoûtait. Voilà un extrait de... Eh oui, on peut applaudir, vous avez tout à fait raison. Merci. De changer d'air. Vous avez eu aussi un poisson rouge alors? Non. Enfin, il y a très longtemps. Ça s'est imposé là aussi, c'est... Ah oui, parce qu'il fallait un animal complètement idiot comme ça, et puis un animal qu'on ne peut pas toucher surtout. Quelque chose il va avoir une relation assez disproportionnée avec ce poisson. Ça pouvait pas être un chien, non. Il fallait. Et puis c'est un type qui est fasciné par la transparence. Dans les gares, il va voir au buffet de la gare les desserts, les fromages sous des cloches de verre. Il est très gêné quand il conduit par la transparence du pare-brise qui lui donne le vertige. Enfin. En même temps, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui est très opaque à lui-même, mais donc il me fallait un animal dont il est forcément matériellement séparé par un bocal, quoi. C'est bien expliqué le recours au poisson rouge et au bocal. Et comme on est dans les singularités, celle du poisson rouge, celle des poules, celle des solitaires en forêt, des metteurs en scène, on peut se poser aussi la question de savoir, non pas les personnages, mais les gens qui vous ont donné envie d'écrire. Vous êtes, comme on dit selon la formule scientifique locale, primo-romancier. Vous auriez pu ne pas écrire et on aurait été déçus. Mais si je pose la question, c'est que vous, François-Henri, en ouverture de votre livre, il y a cette phrase que vous connaissez. On ne sait pas si l'ambition précède et fomente le génie à force de labeur, l'engendre, ou si au contraire le génie, déployant par un miracle ses ailes, s'avise après coup de l'ombre qu'elles font, des hommes qui accourent dans ce mariage, et de lors, celui qui est le jouet de cet attribut fantôme et projette cette ombre, s'en infantu, veut l'accroître, se damne. C'est du Pierre Michon, mais il y a comme ça des anges gardiens qui vous ont poussé à écrire? Je ne sais pas si c'est des anges gardiens, mais j'ai commencé à lire de manière très assidue et boulimique à 18 ans. Et je me suis mis à écrire tout de suite, et peu à peu, je crois que si je suis devenu écrivain, je crois que je l'ai déjà dit à Antoine avant-hier, mais pas à nous, donc. En fait, non, voilà. mais c'est parce que je voulais en quelque sorte que lorsqu'on me trouve allongé dans un lit un mercredi après-midi à 15h, et qu'on entre dans la chambre, on baisse la voix et qu'on dise avec une sorte de respect quasi sacré, chut, il travaille. Et en fait, c'était une manière de légitimer en quelque sorte toutes ces heures passées à lire. Et je pourrais très bien arrêter d'écrire, mais pas arrêter de lire. Et
Borges disait, et c'est une phrase que je pourrais faire mienne, il disait certains se flattent des livres qu'ils ont écrits, moi je suis fier de ceux que j'ai lus, et je suis fier d'avoir lu Pierre Michon, et je me sens privilégié d'être le contemporain d'un écrivain aussi capital, qui est pour moi un des plus grands écrivains de langue française. Cela étant, il y en a des tas d'autres. Tout à l'heure, on citait Jean Echenoz. Jean Echenoz est un écrivain que j'admire beaucoup. Et chez Minuit, il y a Jean-Philippe Toussaint aussi. Il y a Éric Chevillard. Et puis, je pourrais citer aussi, je ne sais pas moi, Patrick Deville, dont je parlais encore hier avec Antoine. Je pourrais citer Maëlys de Kerangal. Enfin, il y a plein d'écrivains contemporains. La littérature, on a pour habitude de se pencher sur le grand cadavre agonisant de la littérature française. Et pourtant, elle est immensément riche. Il y a un talent fou dans la littérature française aujourd'hui. Et alors c'est vrai qu'il y a peut-être quelques mauvais livres qui éclipsent un peu les bons, hélas. Enfin, en tout cas, il y en a qui vous donnent envie d'écrire, de parler par exemple pour vous de la vie d'Évariste. Pourquoi dans cette vie d'Évariste, vous faites intervenir, en plus de la jeune fille, en plus du jeu, en plus de votre héros, ce vieux qui est tout là-haut? Ah, parce que, oui, je fais une sorte d'analogie entre une sorte de vieux qu'on s'imagine un peu barbu, à longue barbe blanche, qui pourrait présider à nos destinées et qui pourrait jouer avec nos vies, décider de nos vies comme tel l'empereur romain dans l'arène à la fin du combat de gladiateurs qui décide de tourner son pouce vers le haut, et alors c'est la grâce, ou vers le bas, et alors on achève le gladiateur. Et je me dis que peut-être on a quelque chose, une sorte d'être suprême, comme on dirait sous la Révolution française, qui a son pouce suspendu comme ça et qui, à chaque instant, peut décider de le tourner vers le haut ou vers le bas. Et à qui vous en voulez un peu? Enfin, en tout cas, à qui votre jeu, qui est donc le narrateur, en veut un peu, puisque c'est à cause de ce pouce qui est tourné au mauvais endroit qu'un Évariste n'a pas le temps d'être un génie qui vit longtemps. Bon, il n'a pas le temps d'être un génie, il a eu le temps d'être un... Oui, alors il n'a pas vécu longtemps. De vivre longtemps. Il a eu le temps, je crois, de déployer son génie, et la grande question, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu apporter aux sciences si on lui avait accordé un petit supplément de vie. Peut-être a-t-il donné la pleine mesure de son talent en 20 ans. Peut-être aurait-il fait comme Rimbaud, peut-être aurait-il délaissé les mathématiques. Je ne sais pas, c'est une question qui est vaine. Le secret est bien gardé. Est bien gardé, ouais. Si vous avez des questions, comme on s'achemine peu à peu vers la conclusion de cette table ronde, c'est le moment ou jamais. Mais même question, Marion, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'écrire? Alors, on parlait de Pierre Michon et d'autres. Parce que dans cette singularité, tout ça ne naît pas par hasard. Enfin, on suppose que quelqu'un qui n'aimait pas du tout les livres, c'est rare qu'ils se mettent tout d'un coup à écrire, à dire je vais faire un premier roman, je n'ai jamais lu, je n'aime pas les livres, mais je vais quand même faire un premier roman. Il y a des auteurs alliés. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, et en même temps, je crois que moi j'écris parce que je ne sais pas lire. J'ai lu très tard. Ça me coûte beaucoup, je lis par phase, je m'améliore un peu, mais par exemple, je vis avec quelqu'un qui n'est pas foutu de pondre une ligne, mais qui lit toute la journée. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'avoue que quand je lis pas, ça me manque beaucoup moins que quand je n'écris pas. Alors après, évidemment, il y a des... mais j'ai pas du tout envie qu'on... Enfin, je vais vous dire ce que j'aime, en fait. J'ai une fascination pour Michel Butor, par exemple, que je développerai pas. Mais... Vous êtes libre ici, hein, vous avez vu. Je veux pas. Je peux rien vous dire d'autre que les auteurs que j'aime, mais que j'aimais déjà avant d'écrire, que j'aimerais sans doute toujours. Je crois que moi, je sentais une volonté de produire, quoi. Et de produire un texte. Ça, c'est apparu assez vite. Je crois que c'est le médium qui me semble à la fois ouvrir le plus de possibilités, puis en même temps, c'est quelque chose de cadré. Et c'est ce qui me parlait le plus. Alors j'ai essayé aussi je sais pas, de faire de la photo, de la peinture. J'étais nul sur tout ça. Ça me parlait beaucoup moins. Donc oui, j'admire tous les auteurs de chez Minuit. Pour moi, c'est un immense privilège d'être chez eux. Tout ce que je souhaite, c'est pouvoir m'en sentir, le mériter un jour et y rester. C'est tout. C'est déjà bien. Mais c'est déjà beaucoup. Oui, et puis comme vous dites, on peut aussi écrire pour
Parce que tout simplement, on a envie de partager, et puis sans se poser la question de savoir si lire et écrire vont de pair, en fait. Hein. Ça peut être deux choses différentes. Vous, Benjamin, qu'est-ce qui vous mène à l'écriture, justement? Parce qu'on peut encore vous poser cette question, parce que vous en êtes finalement à votre premier roman. Après, on peut dire, oui, il y a eu des aspirations, des romans qui ont engendré d'autres idées, mais au départ, quand on est lecteur, même si vous savez qu'écrire, c'est une évidence, il y a quelque chose de magique et qui reste encore magique à écrire un livre sans aucune démagogie. C'est quand même extraordinaire de pouvoir mener une histoire jusqu'au bout et de l'avoir transformée en un objet qui s'appelle le livre. Et vous, Benjamin, dans votre cas, c'est sources d'ailleurs qui peuvent être très très variées et très vastes. Ouais, pour moi, elles sont un peu variées parce que je partage mon temps entre l'écriture et la mise en scène de pièces de théâtre, cirque. Voilà, du coup, je suis venu à l'écriture par le théâtre, du théâtre, quoi. C'est le théâtre qui m'a amené à l'écriture, quoi. Mais vous dites metteur en scène notamment de cirque. Il y a quand même un lien avec votre livre. On comprend plus de choses maintenant qu'on a cette révélation. Et ceux qui ont lu votre livre peut-être le réalisent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux qui interviennent. Il y a une sorte de chorégraphie, certes parfois chaotique, où tout se met en place. Donc il y a quand même cette mise en scène qui a joué un rôle dans votre roman. Ouais, je pense que du coup, je travaille vraiment sur le récit. Et quand j'écris un livre, je travaille aussi sur le récit. Donc voilà, j'ai une approche plus par ce biais-là que par le biais C'est-à-dire la volonté des mots, justement. de mener une histoire jusqu'à son terme quand vous dites le récit. Ouais, ouais, récit, histoire, on dit ce qu'on veut, mais enfin... Moi, je travaille là-dessus. Ouais. Je travaille sur la structure. Je passe beaucoup de temps à faire mon plan, à structurer la chose. Bon, et après, les gens retiennent les belles phrases le plus souvent, mais en fait... C'est l'échafaudage qui compte. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve. Sinon, ça tient pas, quoi. Ouais, s'il n'y a pas de socle. Et, Antoine, outre les rencontres que vous avez faites avec ce... Maintenant, on le sait, hein, c'est quand même une des révélations du jour avec ce metteur en scène qui existe vraiment, donc il peut venir à n'importe quel moment. Tout moment. Voilà, parce que les liaisons TGV fonctionnent, donc il peut être là dans la salle, mais vous ne le savez pas. Comme vous aviez aussi, si je ne m'abuse, commencé sur les chemins de la poésie, vous auriez pu faire un poème, peut-être un peu ironique sur ce metteur en scène polonais, mais vous avez choisi la fiction et le roman, on est d'accord. Oui, mais dans la poésie, je choisis aussi la fiction. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment des zones très très cloisonnées, très séparées. Il y a quelque chose qui est séparé, mais que j'arriverai pas à définir là, parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment une même... Après, bon, il y a quand même une question de comment ça s'organise avec la vie, la poésie. Ça, c'est quand même quelque chose de très différent. Pardon. Très différent de comment le roman vient empiéter sur la vie. Ça, c'est encore autre chose. Mais... En tant que libraire, oui. Au contact des livres, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des auteurs alliés, des auteurs fétiches qui finalement, outre la rencontre en vrai avec le metteur en scène polonais, ont concouru à votre premier roman? Oui, il y a Thomas Bernhardt, très clairement. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que c'est quelque chose, Thomas Bernhardt, qui... toujours sur la question de la possession. Thomas Bernhardt, j'ai l'impression que c'est un des auteurs qui, quand on le lit, exerce une influence. Et c'est assez drôle parce qu'après avoir écrit ce texte, j'ai relu un texte d'Hervé Guibert que j'aime beaucoup, mais qui fonctionne qui s'appelle « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », et qui fonctionne par initiale. Et quand je le lisais, je n'avais pas encore lu Thomas Bernhardt. Du coup, quand je lisais TB, je ne savais pas que c'était Thomas Bernhardt, mais c'était Thomas Bernhardt. Et il dit cette chose au début de « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », qui parle aussi de contamination, puisque c'est dans ce livre qui parle de son sida qui a duré 30 jours. Il dit, qui part en Italie, c'est une phrase approximative, ce n'est pas une citation exacte, et qu'il a amené dans son sac quelques livres de TB, et il dit, c'est comme un diable dans la boîte. Il y a certains auteurs, comme ça, avec l'influence desquels je crois qu'on peut se battre, et que quelque chose du dialogue et quelque chose de la rencontre se fait, mais dans l'affrontement. Et de cet affrontement peut jaillir des fictions, des histoires. Oui, je crois. Oui.
Voilà, c'est une belle conclusion. Je vous remercie d'avoir été avec nous.